Romain David, l'un des cofondateurs de Wisembly. On est trois associés. Wisembly, c'est en deux mots une solution collaborative pour des réunions d'entreprise. Donc en gros, on travaille, c'est un logiciel en SaaS qui permet d'aider les clients à mieux préparer, animer et assurer le suivi de leurs réunions en entreprise. Donc différents formats, ça peut être un format assez événementiel sur des conférences ou des séminaires. Ça peut être des formats de travail sur du brainstorm, des conf calls ou des réunions d'équipe. Ou ça peut être des formations aussi. On a créé l'entreprise en juin 2010, donc il y a 3 ans et demi. On est trois associés, ça je l'ai déjà dit. En gros, l'idée à la base, c'était on est parti juste sur un problème très simple qui était focalisé autour de la conférence et de l'événementiel, juste comment, dans une assemblée de 200 personnes, comment faire interagir d'à peu près tout le monde en 1 heure, 1 heure et demie. Et donc c'est là qu'on a développé juste un petit prototype qui permettait de poser des questions par texto et de les transmettre aux intervenants sur scène. Et à partir de là, on a développé le produit autour de ces différents usages sur événementiel, réunion et formation. Et aujourd'hui, on est 18 dans l'entreprise. On travaille surtout avec des grands comptes. Donc au début, les premières cibles, c'était vraiment tout ce qui était organisateur d'événements, de conférences. Et au fur et à mesure, on est rentré dans les entreprises pour ces mêmes événements-là, mais en interne. Et depuis, on a étoffé autour de ces usages sur les réunions des clients, sur les formations des clients pour pouvoir fournir une solution commune, mais diversifiée autour de différents usages pour répondre aux problématiques de nos clients sur ces thématiques-là. On est 18, donc je l'ai déjà dit, on est il y a 2 grands pôles aujourd'hui. Il y a un pôle commercial où on a des commerciaux qui vendent de la solution en abonnement aux clients, donc qui s'abonnent sur une période donnée, en général c'est 1 an, pour un nombre d'utilisateurs par mois, de manière assez classique dans le SaaS. Et un pôle techno-produit. Vu que le produit, comme je vous l'ai dit au début, c'était vraiment un prototype très simple autour de SMS dans des conférences. Aujourd'hui, c'est une vraie solution qui s'articule autour de différents usages. Donc le produit évolue en permanence. Et d'où l'équipe développeurs et produits autour de cette partie-là. Et là, les principaux axes de développement pour nous, c'est d'étoffer. On a déjà une 30aine de clients à l'international, mais d'étoffer encore la clientèle, surtout en Europe dans un premier temps. Et donc là, on a des gros besoins sur cette stratégie de développement commercial. Et sur la partie produit, on continue. L'enjeu, c'est à terme d'arriver à fournir une solution qui permet de répondre à des besoins sur toutes les réunions en entreprise. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé juste des 3 usages qu'on adresse. On a commencé par 1, aujourd'hui on est à 3. Donc on développe toujours des nouveaux usages et donc on a grandi aussi l'équipe développeurs produits pour atteindre ces objectifs. L'une des particularités aussi, effectivement, c'est qu'on n'a jamais levé de fonds. On est parti on était 3 associés à la base, on a mis 350 € chacun. On a fait à peu près un capital au début de 1 000 €. On avait toutes les compétences en interne et on a recruté des clients très rapidement au début pour pouvoir amasser un petit peu de chiffre d'affaires et de revenus. Et c'est à partir de là qu'on a construit l'équipe et le produit. Et donc on est toujours, après 3 ans et demi, autofinancé sur le projet. Donc on est 3 associés. J'ai mon associé Andrei, qui est un pote de collège, on était 2 sur le projet à la base, tous les 2, qui s'occupe de toute la partie commerciale. Un autre associé, Guillaume, qui s'occupe de toute la partie technique. Et moi, je travaille sur tout le reste, plus sur tout le produit. Au début, je ne codais pas du tout. Quand je me suis lancé sur le projet, on était 2 avec Andrei, donc mon associé commercial qui ne codait pas du tout non plus. Donc moi, je me suis mis à l'époque à faire du HTML, CSS pour faire au moins le site vitrine de la boîte, la présentation de l'offre, etc. Donc là, j'ai fait le site et le design du produit pendant jusqu'à mi-2012, non, jusqu'à fin 2011. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait un petit peu de code là-dessus, mais c'était surtout de l'expérience utilisateur, un peu d'intégration et le site vitrine où il n'y avait pas de développement pur, c'était plutôt du HTML et du CSS. Et là maintenant, je touche plus une ligne de code. Alors, ça a commencé en décembre 2009 à Noël. On était avec un 3e pote qui est plus dans le projet maintenant depuis pas mal de temps, qui développait un petit peu et on avait juste envie, comme tout Paris à l'époque, de faire un réseau social un peu géocalisé. C'était la grande mode. C'était Foursquare, existait un petit peu, mais c'était pas vraiment utilisé en France. Twitter n'avait pas encore mis des tweets géolocalisés, etc. Donc on a fait juste un petit prototype. Notre idée, c'était de dire, sur Twitter, il y a des gens qui se rencontrent et qui échangent autour de thèmes qu'ils ont en commun, de centres d'intérêt qu'ils ont en commun. Sur Facebook, c'est des potes. Et nous, on voudrait faire un réseau social qui rassemble des gens qui se rendent régulièrement dans un même lieu.
et donc afficher un wall. Là, il y a une télé par exemple, donc on va afficher le wall du wagon, et tous les gens qui passent ici pour venir parler, pour venir travailler, etc., pourraient échanger des infos ensemble sur un wall commun. Donc on a juste développé ça qui permettait en gros d'envoyer, à la base c'était juste par texto, des messages sur le mur du lieu. Et donc on était assez content de notre prototype et on ne savait pas trop quoi en faire. On l'a testé dans pas mal d'endroits différents pendant 3 mois. On l'a testé sur des soirées d'étudiants dans nos écoles de commerce, on l'a testé sur des campagnes BDE, on l'a testé dans des bars, on l'a testé dans pas mal d'endroits différents. À chaque fois c'était assez intéressant, mais on ne sortait pas de là en se disant il y a un vrai truc à faire tout de suite. Et en plus, Foursquare et Twitter commençaient à faire pas mal de choses autour de ça. Et on l'a testé un jour dans une conférence, dans une école à Sciences Po aussi, on l'a testé dans une conférence. Là, notre idée, c'était pareil, c'était de mettre un wall sur la conférence en se disant que les mecs allaient dire bah, « moi je suis un peu en retard, qu'est-ce qui s'est passé ?» ou « qui c'est qui parle ce soir ?» etc. Et finalement, le public l'a vraiment utilisé pour poser des questions au mec qui parlait. Et le mec qui parlait avait une vue sur le wall et commençait à répondre à toutes les questions qui apparaissaient. Et donc en gros, en 1 heure, le type avait répondu, je sais pas, à une trentaine de questions, ce qui était sur le format historique de la conférence du jamais vu. En général, c'était un micro qui circulait à la fin et il y avait 2-3 questions qui étaient posées un peu de manière aléatoire. Et donc tout le monde nous a dit mais c'est génial, j'ai jamais pu vraiment poser toutes mes questions, moi d'habitude j'ose jamais, là je l'ai fait, c'est absolument génial, etc. Et c'est là qu'on s'est dit il y a peut-être un truc autour de ça à faire et qu'on a un peu retravaillé le proto, mais très peu. Et on est parti sur cet axe-là d'abord. Et donc c'est comme ça que l'idée s'est développée. Et ensuite on est allé voir des organisateurs d'événements pour leur filer le proto gratuitement pour essayer sur des confs. Et ça marchait pas mal. Et un jour on s'est dit bah, on va essayer de le vendre. Donc ça c'était assez marrant. Nous on parcourait la campagne avec André justement pour pour proposer gratuitement notre produit qui s'appelait Balloon à l'époque. Ouais, le nom a changé. Bah on a changé 2 ans après parce que justement on sortait un peu de l'événementiel pour se focaliser sur le corporate et sur le B2B, et donc du coup on voulait un peu faire évoluer l'image très événementielle qu'on avait acquise. Et donc là bref on parcourait la campagne en disant bah voilà c'est gratuit, utilisez-le sur votre conf, on veut juste voir comment ça marche. Et en allant chez un partenaire potentiel sur le chemin on s'est dit mais attends, si on essayait de le vendre là ça serait drôle. On a dit bah ok, combien on propose, on n'avait aucune idée, il n'y avait pas de référence précise, on n'avait pas défini des pricing, on n'avait pas réfléchi à ça, etc. Donc on lui dit, bah, on va lui dire 300 € sur sa conf d'1 heure et demie ou je sais pas. 300 €, t'es sûr, ça faisait quand même pas mal à l'époque de se dire qu'on allait filer 300 €, un truc qu'on filait gratuitement et qu'on avait développé en 2 semaines parce que c'était qu'un prototype. Donc finalement la nana, on lui arrive, on lui présente le produit, on lui dit c'est 300 € et elle nous fait ok très bien. Et donc là, du coup, on était contents, mais après on s'est regardé, on s'est dit putain, on a chié, c'est pas du tout assez cher. Si elle a dit oui comme ça tout de suite, c'est que c'était pas du tout le bon pricing. Mais bon, on a au moins le premier client. Et du coup, je sais pas, la semaine d'après, on allait en voir un autre client. On lui a dit maintenant c'est 2500 € pour la conf. Et le type nous a regardé, vous rigolez ou quoi? Je vais pas payer 2500 € pour votre truc, c'est des SMS qui apparaissent sur une page web. Et donc au fur et à mesure, on a un peu défini un pricing comme ça et on a créé la boîte. On n'avait pas de boîte à cette époque-là, on faisait juste ça en mode projet. Et une fois qu'on avait un petit peu défini ça et signé 1 ou 2 clients, on a créé la boîte. Nous, on avait à l'époque une démarche en mode un peu plus quali, on pouvait modérer, on pouvait supprimer des messages qu'on voulait pas forcément afficher, ce qui n'est pas possible sur Twitter. On avait des aspects de sécurité aussi pour pas forcément rendre tous les messages publics. On avait des possibilités de poser des questions de manière anonyme, ce qui n'est pas forcément possible sur Twitter, parce qu'il y a toujours un compte relié à ça. Donc on avait un peu brandé l'offre événementielle autour de ces axes différenciants. Et après, à partir du moment où on travaille avec des entreprises, là c'était plus du tout la même donne, parce que dans des conf calls, dans des réunions de travail, les gens ils vont pas utiliser Twitter. Donc là l'enjeu justement au niveau produit, c'était de créer une vraie solution quasi bureautique pour des réunions avec des traitements de documents, etc. Et donc là, on a dit, bah non, Balloon, ça change, maintenant on fait vraiment de l'entreprise, on a un vrai logiciel, et du coup, quasiment en changeant de nom, on n'a plus trop eu ce genre de remarques. C'est ça qui nous a fait gagner pas mal de temps sur la stratégie à ce moment-là. On a 3 critères depuis le début, on a toujours fait comme ça. Parce qu'au début, comme on faisait beaucoup d'événements one-shot, ça aurait été très facile rapidement de se faire embarquer sur des clients qui nous demandaient telle ou telle fonctionnalité, des clients qui voudraient, pour un événement qui paye assez cher, une fonctionnalité que nous, on n'avait pas forcément envisagée et qui n'est pas pertinente. Donc à chaque fois, on confronte 3 points. Un, c'est est-ce que ça rentre dans notre vision à nous du produit? Est-ce que c'est un truc qu'on veut faire? Si c'est développer une fonctionnalité pour
je sais pas moi, utiliser Wisely dans un stade de foot, ça rentre pas dans notre vision, parce que notre vision c'est de créer une solution collaborative pour des réunions d'entreprise. Donc ça va pas rentrer dans le scope. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est un vrai besoin client ou est-ce que c'est juste un mec qui a dit ça serait drôle de faire ça, moi ça m'intéresse, je suis prêt à payer 10 000 €, mais on sait très bien qu'on le vendra à personne d'autre. Et donc dans ce cas-là, ça rentre pas dans le produit. Et 3, est-ce qu'on a les ressources techniques là pour le mettre en place tout de suite. Et donc depuis le début, on se fie vraiment à ça. On a refusé des clients qui auraient été prêts à payer assez cher pour des fonctionnalités que nous on savait on pourrait rien en faire par la suite. Donc on prend toujours ces trois critères-là pour définir les roadmaps et pour prioriser les différents besoins qui remontent ou les différentes idées qui arrivent sur le produit. Mais effectivement, ça c'est un point clé. Nous, ça dépend des secteurs et ça dépend du business model. Mais sur des business models où on est rapidement, on n'a pas forcément levé de fonds, on est très proche des clients rapidement, c'est un énorme risque de se faire embarquer quand tu as très peu de chiffre d'affaires, qu'un mec te dise « Ok, moi je suis prêt à payer 10 000 € sur cet événement de 3 jours où il y a beaucoup de monde, mais je veux un système de networking dans l'app Balloon à l'époque pour que les gens ils puissent certes poser leurs questions, mais en plus se rencontrer les uns les autres. » Ce qui n'est pas du tout notre vision à nous de ce qu'on veut faire. Et donc on a beaucoup plus à y gagner de dire « Non, c'est pas ça qu'on fait », plutôt que de s'embarquer là-dedans, faire 3 mois de dev pour au final un truc qu'on ne réutilisera jamais. On a 65% des clients, en gros, c'est des grands comptes qui, eux, vraiment utilisent l'offre en mode abonnement. On a une vingtaine de pourcents qui est sur de l'agence, où là, c'est des revendeurs, ils revendent notre solution pour leurs propres clients. Et on a aussi d'autres structures un peu plus petites qui sont soit des revendeurs, soit des entreprises de plus petite taille qui utilisent la solution, mais beaucoup moins régulièrement du coup. Nous, si on se focalise sur les grands comptes aujourd'hui, c'est qu'il y a un volume de réunions qui est énorme et qu'on est sur des usages, que ce soit l'événementiel, la formation ou des réunions de travail, où il y a une taille critique quand même aujourd'hui, on est autour de 20-25 personnes minimum. Donc pour toutes ces raisons-là, on se focalise pour l'instant sur des grands comptes. Mais au fur et à mesure où on va décliner les usages, on va aller vers du brainstorm, on va aller vers des réunions plus petites. Là, on aura des offres pour des plus petites boîtes. Alors globalement, nous, on a un vrai avantage sur le modèle commercial, c'est qu'on rentre chez un grand compte en se basant toujours sur un événement précis. Donc on va voir Sanofi, par exemple. On lui présente tout ce qu'on sait faire et on lui dit le truc le plus évident, parce que c'est par ça qu'on a commencé et vous en avez forcément un dans les 2 prochains mois, c'est un séminaire ou un congrès que vous faites avec tous vos commerciaux, tous vos médecins associés, enfin peu importe. Et donc là, il faudrait qu'on teste. Donc on va se fixer cette date-là. Le séminaire, c'est dans un grand compte forcément dans un mois et demi. Ça nous laisse le temps de établir une relation avec le client, travailler un petit peu sur cet événement-là. Et donc là, on a une première signature en général qu'on se fixe avec une deadline très courte. Et après, ça nous permet d'enchaîner en leur disant voilà, vous avez payé cet événement-là. Si vous vous abonnez, celui-là, on vous le fait passer dans votre abonnement et du coup, c'est intéressant pour vous pour tous vos autres formats. Donc on joue sur ce facteur urgence qui est vachement intéressant en commercial. Parce que dès que le client en face a une urgence ou qu'il comprend qu'il a une urgence, c'est beaucoup plus facile pour faire signer assez rapidement. Et donc c'est là qu'on arrive à avoir des cycles de vente assez courts comparé à d'autres boîtes qui font du B2B et qui peuvent effectivement sur des grands comptes et sur des abonnements assez chers être sur des cycles assez longs. Nous, on a une autre chance sur la manière dont le produit est construit et utilisé, c'est que, et notamment surtout au début, et là tout de suite on joue beaucoup là-dessus, c'est que quand on va vendre un événement à un client où il va avoir 500 personnes le jour J, nous c'est 500 personnes qu'on va toucher sans avoir prospecté, sans avoir absolument rien fait. 500 personnes qui vont être confrontées au produit, qui vont utiliser le produit. Et là-dessus, il y a toujours un pourcentage qu'on estimait. À l'époque, on avait moins de volume, avec, je ne sais plus si c'était 19 ou 20%. Aujourd'hui, on doit être un peu en dessous. Mais on a énormément d'entrants sur des événements de clients qui en ramènent d'autres. Et surtout qu'on a toute une partie, pas mal de clients qui utilisent le produit en interne, mais aussi en externe pour faire des présentations à leurs propres clients, pour rassembler leur communauté autour de tel ou tel sujet, ou faire des formations. On a Google qui fait beaucoup de formations à des grosses boîtes françaises sur leur techno, leur programme de pub, leur campagne, etc. Et qui utilisent le produit à ce moment-là. Et donc du coup, c'est des grands comptes qui nous appellent en disant « j'ai utilisé ça, moi je voudrais la même chose ». Donc ça, on mise beaucoup là-dessus. Ce n'est pas des dépenses marketing directes, mais sur la manière dont le produit est construit, sur la visibilité qu'on a au sein du produit, etc. On travaille beaucoup ça.
Et après, sur du B2B, on fait quelques salons qui sont efficaces, un peu ciblés, où tous les mecs, tous les entreprises, tous les gens dans l'entreprise qu'on cible sur de la RH, sur de la com, se rassemblent pendant 2 jours sur tel ou tel sujet. Donc là, on est présent et ça marche bien. Et voilà. Mais globalement, les principales dépenses marketing, qui n'étaient pas des dépenses en fait, c'est là-dessus qu'on travaille, pour travailler sur la viralité du produit. Est-ce que pour l'instant, vous avez des concurrents? Est-ce que vous avez pris des précautions? Est-ce que vous pouvez prendre une protection en fait pour verrouiller un peu votre modèle? Et est-ce qu'il n'y a pas des technos, par exemple, vous pourriez, je sais pas, breveter, pourriez déposer, pourriez faire quelque chose pour protéger, pour fermer un peu le marché? Breveter des lignes de code, c'est toujours compliqué. Donc il y a très peu de protections qui sont possibles sur des lignes de code, à part quand tu as des algos très lourds à la Google ou machin. Nous, techniquement, c'est pas assez puissant pour qu'on puisse breveter quoi que ce soit. Donc non, la meilleure manière de se protéger, c'est de fournir un bon produit et d'aller vite quoi, sur les cibles clients. Quand on a commencé sur la partie événementielle, on n'avait pas trop de concurrents sur des conférences, sur des séminaires. Depuis, il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dessus. Et maintenant, sur notre partie plus entreprise, on n'en a pas encore, mais il y en aura qui vont venir. Mais après, nous, on avance au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis là. On a plutôt fait naître des concurrents après Balloon, parce que Balloon, ça avait pas mal d'impact dans l'événementiel à l'époque. Maintenant, on en fait un peu moins. Et là, il y a pas mal de boîtes qui sont soit reconverties, des gens qui faisaient des boîtiers physiques, par exemple, qui sont passés sur mobile, ou des petites startups qui se sont lancées. Mais voilà, maintenant, les concurrents, sur lesquels on se base, on se focalise vraiment, c'est des solutions de conf call un peu améliorées ou de réunions collaboratives dans des grands groupes type Webex, etc., où il y a des fonctionnalités qui sont assez proches des nôtres. Et voilà, moi je préfère toujours me baser sur des concurrents qui sont fous plutôt que sur des mecs que je connais moins ou qui sont moins forts sur le marché. Donc voilà, maintenant on se positionne plutôt par rapport à eux quand on va avoir des clients. Nous, on est sur du paiement, c'est un peu particulier. On n'est pas sur c'est pas le même système d'abonnement que peut avoir du Mention ou du Mailjet sur des abonnements de très faible coût chaque mois avec une carte bancaire qui est débitée systématiquement. Quand on vend des abonnements, en général, c'est sur des montants assez élevés. On va voir directement les groupes. On fait une seule facture qui va être payée en une fois. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir un système de paiement ou de CRM très intégré avec notre produit pour l'instant. Et comme je disais tout à l'heure, quand on diversifiera sur des usages plus petits ou sur des clients plus petits, là on mettra ça en place, mais pour l'instant on fait plus à l'ancienne. Et au niveau technique, comment ça se structure en fait? Parce que vous allez avoir c'est assez événementiel. Est-ce qu'il y a des charges serveurs qui peuvent être assez importantes et du coup vous êtes obligé d'utiliser par exemple du Amazon Web Service qui va permettre de scaler fonction ou c'est quand même peut-être des petites conférences, du coup vous utilisez que des serveurs dédiés en interne et ça suffit? C'est un mix des deux. En fait, on a des serveurs qui sont chez Rackspace aux US on peut éventuellement, si on a des mois où on sent qu'il peut y avoir un truc, leur demander de nous allouer un petit peu plus de bande passante entre guillemets, mais autrement non, parce que globalement c'est assez. Avant sur l'événementiel, effectivement, il pouvait y avoir des jours où il n'y a rien du tout et des jours où il y a 3-4 événements en parallèle à l'époque, mais c'était 3-4 événements, tu vois, c'est 2000-3000 personnes, donc ça va pas nous poser beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on a des sessions qui sont mises en place tous les jours, mais comme c'est sur des petits formats en général, la plupart du temps, ou des moyens formats, globalement à la journée, ça ne nous fait pas des gros pics. Donc c'est plus la courbe augmente, mais c'est assez facile à contrôler de notre côté. T'en fais quoi parce que du coup vous avez pas mal de données de toutes les questions qui sont posées sur je sais pas combien vous avez fait de conférences depuis le début de WizAmly? Ouais, j'ai pas fait j'ai pas le chiffre. Un ordre de grandeur. J'ai pas le chiffre sur de la conférence, uniquement de la conférence. Vous faites quoi en fait, t'as une énorme stock de données, plein de gens qui vous posent des questions dans plein de conférences. Ouais, alors la donnée, elle appartient maintenant. Niveau produit, il y a un truc de data qui est intéressant. Ouais, il y a un truc de data qu'on arrive à extraire qui est intéressant, mais qui appartient au client et qu'on fournit au client. Ouais. Donc lui, le client va pouvoir, sur ces différents événements ou sur ces différentes sessions, savoir quels ont été les sujets abordés, quels sont les thèmes les plus populaires, quelles sont les questions qui reviennent systématiquement, quels sont les gens qui participent le plus. Enfin, tout ça, c'est des données qui sont vachement intéressantes, mais pour le client, qui ne sont pas forcément publiques. Et sur des événements publics, on a essayé parfois
de sortir quelques chiffres marrants là-dessus, mais sur des événements publics, c'est moins intéressant parce que ça va être un nombre de messages, ça va être des thèmes abordés, ça va être des nuages de mots, ça va être des trucs un peu comme ça. Mais la vraie data intéressante, c'est à destination des clients, qui peuvent avoir directement sur le produit, et ils vont pouvoir voir sur leurs différentes sessions ou réunion par réunion des thèmes qui ressortent, des questions qui sont posées, etc. Sur un secteur donné aussi, je sais que tu vois des boîtes comme Compass qui prennent du coup, ou qui vont benchmarker par rapport à d'autres boîtes de leur même secteur, par rapport à des thématiques un peu chaudes, sans forcément donner accès à... Ouais. Sur Mailchimp, tu as des trucs comme ça. Enfin, sur des secteurs de mail aussi, tu peux te comparer sur tes taux d'ouverture et tes taux de clic avec des boîtes qui sont dans le même secteur. Ça, on a pensé à faire ça. Pour l'instant, on l'a pas mis en place, mais effectivement, on a pensé à pouvoir dire à un client qui est un grand compte et qui utilise sur tel type d'usage, au niveau feedback ou participation sur tel et tel thème, tu es à la rue par rapport à tes concurrents, mais pour l'instant, on l'a pas mis en place. Ça pourrait les intéresser vachement, ouais. De leur retour à Analytics. Ouais, on travaille de plus en plus sur l'analytics, ça les intéresse vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un développement produit qui est compliqué parce que tu as toujours envie, toi, de faire plein de trucs que les clients n'ont pas forcément envie au début. Donc, parce que c'est assez sexy comme page dès que tu travailles un peu là-dessus, mais effectivement, ça intéresse de plus en plus. Et maintenant qu'on a un peu de données, on y travaille de plus en plus. Et vous fournissez exactement le même service pour tous vos grands comptes ou est-ce que ça vous arrive de customiser en fonction d'un événement, en fonction d'une demande? Non, on ne customise pas. Sur des agences événementielles, il peut y avoir des besoins très précis, mais soit on les a déjà fait à un moment donné et on peut leur mettre en place très rapidement s'ils nous payent pour ça, mais on essaie de le faire très peu. Et sur les abonnements, les grands comptes, on ne customise pas. Il y a une solution qui existe, il y a un produit qui existe et on leur met à disposition les mises à jour ou les nouveautés qu'on lance, mais on ne customise pas. Non, parce que ça, c'est le même problème, c'est toujours... on pourrait effectivement customiser ou aller plus en détail sur les besoins de chacun, mais après, c'est un risque au niveau produit pour nous. Vous avez eu des demandes déjà de... Ouais, il y a des clients qui sont très friands de customisation, qui sont prêts à payer même cher pour ça. Et comme je disais, là, c'est là où il faut savoir juste dire bah non, ça on le fait pas parce que c'est pas ce qu'on veut faire, on va le te vendre à toi pour cher, mais on va après le mettre à la poubelle. Si on fait comme ça avec tous les clients, on va avoir une usine à gaz que personne ne va utiliser. Et au final, on va se retrouver à être une agence de dev et pas un produit, quoi. Et est-ce que ton manque de compétences techniques t'a posé problème pour la création du premier prototype, sachant que ton collègue n'avait pas de compétences techniques? Ouais. Il y avait un troisième au tout début sur le premier proto, donc là il nous a aidé là-dessus, mais lui il est parti assez rapidement et donc on s'est retrouvés tous les deux effectivement sans aucune compétence technique. Avec ce proto là sur les bras, on avait déjà pas mal d'idées pour le faire évoluer. Et là pendant 2 mois on avait effectivement pas d'associé technique, pas de directeur technique. Et donc on ne savait pas trop comment faire. Et on a rencontré Guillaume, donc mon associé à ce moment-là, qui lui nous a dit ouais c'est sympa votre truc, mais moi j'ai signé un CDI dans une boîte de conseil, dans une SS2I en septembre. On était en mai, là, en juin. Il nous a dit donc moi j'ai signé ça en septembre, mais votre projet a l'air cool. Je peux juste vous filer un coup de main cet été, pendant que le temps que vous puissiez vous retourner et que je puisse au moins faire un peu avancer le proto. Et après en septembre, moi je vais dans ma boîte et si d'ici là vous avez trouvé personne, vous démerdez, mais moi je peux pas faire plus. Ce qui était déjà pas mal parce que sa copine bossait, donc du coup il restait à Paris, mais il nous a quand même pas mal aidé. Donc on a bossé sur une deuxième version du prototype pendant l'été et on a fait justement comme on fait chaque année à la fin de l'été, l'université d'été du MEDEF, où là on est présent sur toutes les sessions. Et, c'est vraiment pas glamour. Non, c'est pas glamour, non. Mais ça rapporte, mais c'est très intéressant. Et on a fait cet événement-là et ça s'est super bien passé. Le prototype qu'il avait, qui nous avait aidé à construire marchait encore mieux qu'avant. On avait déjà pas mal de touches et de leads intéressés. Et du coup, il s'est ramené chez Atos le lundi matin, il a posé sa dème et il est parti. Et il nous a rejoint à ce moment-là. Il a passé, je crois, il le dit à chaque fois, 27 minutes chez Atos. Il a pris un risque un peu. Oui, il a pris un risque. Là, c'est comme tout associé, dès que tu crées une boîte. Il a pris. minutes pour réaliser qu'il prenait un risque. Non, il a eu 2 mois et 27 minutes parce qu'on avait quand même. Ce qui était intelligent dans le format, c'est qu'on avait bossé 2 mois ensemble, quasiment tous les jours,
surtout lui et moi, sur ce produit-là, sur ce deuxième proto. Donc il avait bien pu déjà voir ce que ça allait donner, ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. Et quand il a vu que sur le terrain, concrètement, il y avait des gens qui étaient intéressés, le produit marchait bien, etc., je pense que ça l'a motivé. Et je pense qu'il se serait fait chier chez... Athos, tu m'entends? Spécial dédicace. Donc voilà. Mais effectivement, ouais, ça a été problématique. Et pourquoi t'as pas levé? Enfin, pourquoi vous avez pas levé? C'était genre volontaire ou c'était parce que personne ne voulait vous donner d'argent? Non, on n'a pas au début, donc on s'est retrouvé là. Après, on avait ce prototype-là, on avait, je sais pas, une dizaine de leads intéressés. Donc effectivement, on aurait pu se dire à ce moment-là, on va essayer d'aller lever de l'argent. Sauf qu'à la place de ça, on s'est dit, on va essayer d'aller chercher des clients. Ce qui prend un peu de temps aussi, mais du coup, à la fin de l'année, je sais pas, on avait dû faire en quelques mois, pas énorme, on avait dû faire 20 000 € de chiffre d'affaires. Et donc là, on s'est dit, on pourrait lever des fonds maintenant, ou alors on va chercher d'autres clients. Et du coup, on est allé chercher des clients, et au fur et à mesure, l'année 2011, on avait fait presque 200 000 € de chiffre. Donc nous, on était toujours tous les trois, on ne se payait pas. Donc on avait les moyens de recruter un petit peu et de voir comment ça allait se passer. C'était quoi par exemple les premiers profils? C'est quoi les premiers profils que tu recrutes quand en gros tu es sur une réseau qui est un peu serrée, que tu dois développer, que tu veux pas lever, donc en gros tu veux rester autonome. C'est pas qu'on voulait pas, mais c'est qu'on n'avait pas le temps. En fait. Ok, c'est ça. Ouais. Non mais c'est quoi quand tu as les premiers profils auxquels tu fais confiance quand tu dois développer et que toi tu payes pas et que tu as une trésor et que... Ouais, on a recruté 2 devs et un commercial. Deux développeurs pour travailler, pour toujours améliorer le proto qui était plus un proto, qui était presque un produit déjà, et un commercial pour... au début il n'était pas commercial quand on l'a recruté, on savait pas trop ce qu'il allait faire. Juste on aimait bien le mec, mais il faisait un peu de market, il faisait un peu de com. Même lui, il savait pas trop ce qu'il allait faire ici. Et finalement, il a bien aimé aller voir des clients, leur vendre des trucs, et du coup maintenant il est toujours là et c'est un des meilleurs commerciaux qu'on a. Mais voilà, à l'époque c'était vraiment, c'est toujours sur ces deux pôles-là, quoi, la techno et le commercial. Mais c'est vrai que le principal besoin, enfin en tout cas en termes de nombre, c'était plus de devs que de commerciaux à l'époque. Parce que nous, on faisait déjà pas mal de commercial. Donc voilà, et c'est après que les rôles se sont un peu plus spécialisés. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On peut boire un verre et applaudir Romain. Merci.